histoire de s'adapter. Retrait-gonflement des argiles quand les sols fissurent nos maisons. Je m'appelle Camille, j'ai 30 ans et j'habite un petit village du nord de la France. Depuis quelque temps, j'ai décidé de comprendre et d'aller rencontrer celles et ceux qui s'adaptent et qui dessinent des territoires plus résilients face aux risques climatiques. Dans chacun des épisodes, je vous propose de questionner l'une des 5 grandes vulnérabilités de la région. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact du changement climatique sur les sols argileux et le bâti. Sécheresse, inondation. D'un côté, des Français de plus en plus exposés aux catastrophes naturelles et de moins en moins bien indemnisés. Donc non, on n'a droit à absolument rien du tout. De l'autre, une réalité bien éloignée des beaux discours. Qui va payer la facture ? Je suis une des premières déplacées climatiques de France. Cette phrase, ma tante me la répète amèrement depuis que je m'intéresse au sujet. En 2019, elle a dû quitter sa maison qui menaçait de s'effondrer. Depuis plusieurs années déjà, les murs et le carrelage de la maison dont elle était propriétaire se fissuraient. Mais les sécheresses records de 2017 et 2018 avaient déchiré les murs d'une façon sans précédent. On pouvait presque passer les doigts dans la fente et certaines portes ne s'ouvraient plus qu'à grands coups de pied. Alors elle avait dû déménager, sans pouvoir vendre la maison faute d'acheteurs forcément. Quand on pense aux catastrophes climatiques, on pense à des événements extrêmes, soudains et violents, des typhons dans des pays lointains. Pour ma tante, ça a été une violence lente et insidieuse, presque imperceptible au début. Pour ma tante, ça s'est passé dans le bassin minier. Pour essayer de comprendre ce qu'il est arrivé à la maison de ma tante, j'ai commencé des recherches sur le sujet. Sur internet et dans les médias, je suis tombé sur un acronyme, RGA, pour retrait-gonflement des argiles. C'est lui qui serait à l'origine de la fissuration des maisons. Je lis, en Hauts-de-France, 89% des maisons individuelles sont exposées au RGA. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Et comment analyser ce chiffre de 89% ? Est-ce que ça veut dire que, inévitablement, la quasi-totalité des maisons va se fissurer et risque de s'effondrer ? Quels sont les mécanismes à l'œuvre derrière ces fissures ? Pour mieux comprendre, je contacte Sébastien Gourdier. Il travaille au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. C'est l'établissement public de référence en matière de gestion des ressources et des risques du sol et du sous-sol. Sébastien Gourdier travaille en particulier sur le lien entre climat et retrait-gonflement des argiles. Les sols argileux ont la propriété de changer de volume en fonction de leur degré d'humidité. Donc quand ils sont humides, ils gonflent et quand ils sèchent, ils se rétractent. Et donc ces changements de volume en fait se traduisent par des mouvements de sol et ces mouvements de sol impactent les bâtiments et peuvent conduire à leur endommagement. La cible du retrait-gonflement des argiles, ce sont les maisons individuelles. Les variations d'humidité, elles se passent dans les premiers mètres de sol, c'est très superficiel. Les fondations des maisons individuelles sont ancrées dans le premier mètre, voire les 2 premiers mètres de sol. Et donc c'est là où on a les mouvements les plus importants. Et puis les maisons individuelles, c'est des structures qui sont légères aussi et relativement souples, et donc du coup qui vont facilement travailler en lien avec les mouvements des sols qui sont provoqués par le retrait-gonflement des argiles. Ce qu'on va observer, c'est de la fissuration de la maçonnerie sur les façades et les pignons. C'est un mauvais fonctionnement des fenêtres et des portes dû aux distorsions justement de la maçonnerie. Dans certains cas, la fissuration va traverser et gagner l'intérieur de l'habitation. On observe aussi des affaissements, des dallages. Ça se remarque assez facilement quand on est donc à l'intérieur avec un décalage entre le carrelage par exemple et puis la plinthe. C'est quelque chose qu'on observe assez couramment. D'ici 2050, c'est la quasi-totalité de la France qui est concernée par le retrait-gonflement des argiles. Pauline Villain-Carlotti est chargée de projet à l'Observatoire de l'immobilier durable sur l'adaptation au changement climatique du secteur de l'immobilier
et elle travaille en particulier sur les RGA. Avec l'augmentation des épisodes de sécheresse liés au réchauffement climatique, on se retrouve avec une augmentation du phénomène de retrait-gonflement des argiles et des impacts de plus en plus importants. Des zones qui n'étaient pas particulièrement exposées initialement parce que moins sujettes à la sécheresse le sont de plus en plus ces dernières années. On parle du phénomène de retrait-gonflement des argiles, qui est un phénomène biophysique naturel, qui devient un risque à partir du moment où cet aléa climatique-là, il est corrélé à des vulnérabilités. La vulnérabilité, en ce cas, c'est principalement le bâti, puisque c'est à lui qui va potentiellement occasionner des dommages. Les désordres vont de plus en plus rapidement, donc en effet cascade. Donc la première fissure qui devient une grande fissure, qui va potentiellement impacter ensuite les huisseries, ce qui va occasionner à terme des problèmes de confort aussi thermique et des désordres d'ordre esthétique sur le second œuvre, mais ça c'est un peu epsilonesque, mais ça compte aussi, on parle du logement de personnes, donc l'aspect général du bâtiment, ça fait partie aussi des désordres qu'on peut considérer. Nous le savons, et les alertes régulières par Météo France sur le sujet nous le rappellent. Le changement climatique rend les sécheresses plus fréquentes et plus intenses, tout comme les événements pluvieux extrêmes se voient renforcés. Le phénomène va donc devenir plus intense ? À quelles évolutions faut-il s'attendre avec le changement climatique ? On estime que depuis 89, le coût du retrait-gonflement des argiles cumulé depuis 89 représente une somme de 19 milliards d'euros. Et ça, c'est un coût pour le régime des catastrophes naturelles. Ça n'inclut pas les dépenses qui auraient été engagées par des particuliers hors régime catastrophe naturelle. Les projections, on va dire à horizon 2050, indiquent qu'on pourrait avoir un doublement du coût du retrait-gonflement des argiles pour le régime des catastrophes naturelles. Alors il y a plusieurs explications à cette augmentation. D'une part, l'augmentation de la population, qui fait qu'on va avoir plus de bâtiments exposés et potentiellement endommagés. Il y a aussi l'augmentation de la valeur des biens, qui fait que mécaniquement, ça va se traduire par une augmentation du coût des indemnisations. Et puis bien sûr, le changement climatique. Environ 30% de cette augmentation serait liée uniquement au changement climatique. On touche ici la face cachée du retrait-gonflement des argiles. Non seulement il ronge les maisons, mais il s'accompagne en plus d'un cortège d'épreuves administratives et financières. Le processus de reconnaissance est long et complexe, et les réparations extrêmement coûteuses. Et si les cas où les maisons s'effondrent sont rares, celles qui se fissurent sont nombreuses, trop nombreuses, si bien que le secteur de l'assurance s'inquiète sur l'assurabilité de ces dommages. Les coûts de ces dommages sont difficilement supportables par un particulier. Le coût moyen d'un sinistre, retrait-gonflement des argiles, c'est 20 000 euros. Mais en fait, ce coût moyen, il cache une assez grande disparité. On peut avoir des réparations, on va dire, qui vont être d'ordre cosmétique sur les dommages les plus légers. Donc on va être autour de 4 000 à 5 000 euros sur une intervention. À l'inverse, on peut avoir des interventions très lourdes sur les fondations, ce qu'on appelle des reprises en sous-œuvre. Et là, on peut approcher la centaine de milliers d'euros. Alors le régime des catastrophes naturelles, le principe, quand on est victime d'un phénomène naturel, d'intensité anormale, il y a un fonds dédié qui permet d'indemniser les victimes. Le retrait-gonflement des argiles en fait partie, mais tout comme les inondations, les effondrements, etc. Alors comment ça fonctionne ? La commune qui est victime d'un phénomène naturel porte une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle auprès de la préfecture. Et donc quand la commune obtient la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, à ce moment-là, les particuliers, les administrés qui en sont victimes peuvent déposer un dossier de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance. Il arrive qu'on ne soit pas déclaré catastrophe naturelle. Et là, c'est une guerre d'expertise entre l'assuré et son assurance pour essayer de faire reconnaître, on va dire, l'aléa climatique et de se faire indemniser comme il peut, quoi.
France Assureur a indiqué récemment qu'il y avait donc un taux d'environ 50% des dossiers qui étaient classés sans suite, même si la commune avait obtenu l'état de reconnaissance catastrophe naturelle. Il n'y a pas forcément de catégorie sociale qui est plus vulnérable que l'autre, c'est plutôt sur les suites qui vont être données aux dommages ou finalement sur la capacité financière de mener à bien les réparations si le sinistre n'est pas pris en charge. D'ici 2050, on allait avoir à peu près 43 milliards de dommages à indemniser, 43 milliards d'euros, et ça représente en gros un triplement par rapport aux 3 dernières décennies. L'impact du changement climatique sur le système d'indemnisation pose des questions sur la soutenabilité du régime tel qu'on le connaît actuellement. Le territoire, il est quand même sérieusement impacté puisque depuis l'année 2019, on a à peu près 1200-1300 familles qui ont été touchées par le phénomène de retrait-gonflement. Albert Dehaut est directement concerné par ce sujet. Il est président d'une association de sinistrés de la sécheresse dans les Flandres, l'ADSMTS Flandre, qui se bat pour la reconnaissance et l'indemnisation des victimes. Donc c'est un ordre de grandeur. On a au sein de l'association à peu près 400 adhérents qui ont été touchés. Sur ces 400 adhérents, il y a à peu près 100 dossiers qui ont été examinés et qui sont en cours d'examen par les assureurs pour tenter d'aller à l'indemnisation. On aura vraisemblablement environ 12% de dossiers qui seront pris en charge par les assureurs. Et c'est quand même un vrai désastre. Si vous avez la chance que votre commune soit reconnue, vous pouvez faire la déclaration à l'assureur. Déclaration assureur, il se passe 3 ans. Au mieux, si vous avez des fissures, vous avez des entrées d'air. On met des scotch dans votre séjour ou dans vos chambres. Vous perdez en isolation thermique. Vous avez une facture de chauffage qui augmente de 25-30%. Et puis, vous avez des impacts sur la santé des personnes. Des personnes développent tout d'un coup des maladies qui sont bénignes ou malignes, du stress, de l'inquiétude. En fait, on parle de sinistrés, mais ces personnes ne sont pas sinistrées. Elles sont victimes du dérèglement climatique. Les risques pour les individus, c'est d'une part le risque financier, on l'a dit avec le coût des travaux. Donc le logement, c'est quand même un taux d'effort important pour les ménages français, que ce soit quand on est locataire, c'est à peu près 30% du budget d'un ménage. C'est l'achat d'une vie pour un ménage propriétaire. Donc c'est quelque chose qui va peser psychologiquement à partir du moment où on est en difficulté à ce niveau-là, avec le risque d'endettement, de surendettement, de banqueroute familiale. Ça occasionne du stress, de l'anxiété, donc ça crée à terme des problèmes de santé physique, avec potentiellement le développement de maladies auto-immunes, de cancers, de maladies cardiaques. Le stress, c'est aussi une dégradation de la santé mentale, c'est un facteur d'isolement. Ça réduit considérablement la possibilité d'avoir une vie sociale satisfaisante. On ne veut pas recevoir chez soi, on ne peut pas recevoir chez soi parce qu'on considère que c'est dangereux pour les tiers. C'est tout un système de responsabilité qui conduit à l'isolement, à la peur du rejet, la honte et qui dégrade considérablement les conditions psychologiques d'existence. Oui. La dégradation des conditions psychologiques d'existence. Lorsque j'ai lancé mes recherches sur le retrait-gonflement des argiles, j'étais loin de me douter de l'étendue des conséquences que j'allais découvrir. Je pensais me lancer dans un sujet technique, aux enjeux essentiellement matériels, et voilà que je découvre une spirale effrayante de déclassement social et de dégradation de la santé physique et mentale des propriétaires. Alors, dès l'apparition des premières fissures dans les murs, existe-t-il des solutions pour faire face et tenter d'enrayer cette spirale ? Ce qu'on recommande habituellement, c'est de créer une étanchéité horizontale, donc par exemple un trottoir périphérique autour de la maison. Pas forcément sur une très grande largeur, sur 1 mètre, 1,50 m, pour limiter l'évaporation de l'humidité des sols,
pour éviter aussi des apports d'eau massifs qui pourraient à l'inverse déséquilibrer l'état hydrique du sol en proximité de la maison. Ça reste quand même une surface d'imperméabilisation relativement limitée. Une autre source de variation d'humidité, on l'a dit, c'est la végétation. Lorsqu'on a un arbre adulte planté à proximité de sa maison, on ne va pas recommander de l'abattre. Par contre, il existe des solutions techniques pour se protéger des effets de cet arbre-là sur la maison. Un arbre adulte a des besoins en eau très importants, de l'ordre de la centaine, voire plusieurs centaines de litres par jour. Et bien sûr, un arbre, il va aller chercher l'eau naturellement là où il la trouve. Donc son réseau racinaire se développe. Ce qui est possible de faire, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un écran anti-racine. Donc c'est un écran étanche vertical qu'on vient enficher dans le sol, entre l'arbre et l'habitation, pour couper les effets de prélèvement d'humidité liés à la végétation. Quand on a une maison neuve et qu'on veut végétaliser son terrain, à ce moment-là, il existe des recommandations sur où planter, à quelle distance, quelles essences, etc. Troisième famille, je veux dire, de techniques, c'est aussi sur le soin à apporter sur la gestion des eaux sur sa parcelle, la gestion des eaux pluviales et la gestion des eaux usées. Sur les eaux pluviales, il est recommandé maintenant de réinfiltrer ces eaux pluviales sur sa parcelle. Après, dans la mesure du possible, essayer d'éloigner le point d'infiltration des fondations. Toujours dans cette logique de maintenir un niveau d'humidité constant, c'est de réinjecter l'eau à proximité du bâtiment. C'est une solution qui est actuellement au stade de recherche et développement. Le principe étant de collecter, de stocker les eaux de pluie en période humide, en période hivernale, et puis ensuite de les réinjecter de façon contrôlée lorsque le besoin s'en fait sentir. Il y a un arbitrage à faire nécessairement pour voir, en fonction de là où on est, si on est en aléa faible, modéré, à fort évidemment, mais il faut tenir compte des conséquences que peut avoir la végétalisation dans des zones fortement exposées au RGA. Depuis la loi Elan de 2019, on a une obligation pour les zones exposées à un aléa moyen à fort d'asseoir les bâtiments sur des fondations profondes à semi-profondes. L'angle mort actuellement, c'est de considérer l'existant. Il n'y a pas grand-chose qui est proposé, incité ou prescrit pour le bâti existant. Il n'y a pas d'injonction à réhabiliter son bien en prévision d'une augmentation du risque RGA. Le retrait-gonflement des argiles pose la question des politiques d'urbanisme, en tout cas. C'est un phénomène qui doit être pris en compte par les communes ou par les communautés de communes dans leur politique d'urbanisation. Je pense que ce phénomène-là, associé au changement climatique, c'est un vrai défi, en tout cas pour l'urbanisme dans les années à venir. De mes échanges avec Sébastien, Pauline et Albert, je comprends que des solutions techniques existent pour faire face au RGA, mais qu'une fois encore, c'est l'anticipation qui permet d'éviter de gérer des situations coûteuses, financièrement et socialement, mais aussi psychologiquement. Il faut être, tel un médecin, à l'écoute du territoire et de son sol vivant, l'ausculter pour connaître sa composition et déceler ses moindres mouvements, le décortiquer jusqu'à l'échelle de la parcelle et trouver les réponses pertinentes. Aussi, je comprends que le changement climatique vient questionner profondément les principes fondamentaux de la prise en compte des risques en France. Il vient révéler la nature organique de ces risques. Sol, eau, végétation, tout ça est susceptible d'être altéré et d'engendrer des événements en chaîne. Il nous demande d'explorer les nouvelles façons de construire, d'habiter et de faire des choix pour s'adapter. Comment concilier la végétalisation pour lutter contre les fortes chaleurs, l'infiltration des eaux pluviales pour lutter contre les inondations, les solutions de lutte contre les RGA. Tout un champ d'expérimentation s'offre à nous. Et c'est aussi passionnant qu'il est urgent de s'en saisir. Je vois un rôle que les élus pourraient avoir. Ils pourraient avoir un rôle en matière de prévention. Se saisir notamment de la question du logement existant, faire de la sensibilisation à l'échelle de leur commune. Pour ça, les collectivités territoriales, si elles n'ont pas l'ingénierie territoriale nécessaire, elles peuvent aussi s'appuyer sur les CAUE par exemple. Les CAUE, pour Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sont des organismes publics qui ont pour mission d'informer, de former et de conseiller sur la qualité du patrimoine architectural, urbain,
paysager et environnemental. Ils exercent à l'échelle des départements. Organiser des réunions publiques, faire de l'information aux primo-arrivants, aux primo-accédants, mettre à disposition des outils de visualisation, de compréhension du risque. Géorisque. Géorisque, c'est un portail qui est géré par le BRGM, à la demande du ministère de l'Environnement, et qui regroupe tous les risques naturels et technologiques auxquels sont exposés les communes et les particuliers. Sur ce portail, on peut consulter toutes les cartes disponibles, par exemple la carte d'exposition retrait-gonflement des argiles, des bases de données existantes sur, par exemple, les mouvements de terrain, les cartes de risque d'inondation, etc. Donc ça, c'est, je pense, un outil fondamental si on veut connaître les risques près de chez soi sur sa commune. Donc on voit émerger d'une certaine manière une nouvelle gouvernance du risque, avec l'émergence de sciences citoyennes, on va dire. Dans les Hauts-de-France, il y a un certain nombre d'associations qui ont développé donc des expérimentations sur du bâti ancien pour essayer d'avoir des solutions un peu moins coûteuses, d'anticiper. Il y en a aussi qui, devant les problématiques d'indemnisation ou de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, qui dépend beaucoup des données des gros producteurs de données que sont le BRGM et Météo France, se sont érigés un peu en producteurs de leurs propres données pour essayer de venir un peu, d'avoir un débat contradictoire avec les décideurs et les producteurs de données. On arrive à un niveau de connaissance qui fait que on connaît de mieux en mieux notre territoire. Et on est en capacité de mieux anticiper les risques et en termes de prévention, s'adapter, mieux construire, ou mieux se protéger, ou même aller jusqu'à ne pas construire dans certaines zones. Tout ce qui me pousse et qui donne l'énergie, c'est de comprendre au moins comment ça se passe. Les maisons fissurées par le phénomène de retrait-gonflement des argiles sont d'une certaine manière un risque un peu à part en comparaison des autres vulnérabilités régionales que j'ai rencontrées dans mon enquête. À part, déjà, par la dimension symbolique qu'ils représentent. Dans une société française où l'accession à la propriété d'une maison individuelle est un marqueur de réussite sociale pour toute une partie de la classe moyenne, les RGA viennent briser ce rêve d'ascension sociale, avec des conséquences psychologiques certaines, au-delà même des impacts physiques pour le bâti. À part, ensuite, par le prisme technique et individuel des solutions le plus souvent présentées. Il s'agit de réparer les maisons ou bien de prévenir le risque en modifiant les fondations par exemple. Surtout ce qui me frappe, c'est la portée d'une seule fissure. Les murs de la maison de ma tante viennent poser la question de notre conception même de la solidarité nationale qui s'ébranle. Le risque lié au retrait-gonflement des argiles vient une nouvelle fois mettre en lumière la nécessité de questionner et de transformer nos territoires et les principes de leur aménagement. Du plus intime, dans nos rêves d'habitat, jusqu'au système global à bout de souffle d'indemnisation des victimes des risques. Il vient aussi mettre en lumière l'urgence de la coopération entre les acteurs et entre les différentes échelles, de l'hyperlocal au national. C'est toute une nouvelle page de l'histoire des risques qu'il nous faut écrire. Une nouvelle page peut-être aussi des récits qui nous habitent et qui façonnent nos territoires. Le récit de la solidarité de l'habitat collectif et partagé plutôt que le fantasme pavillonnaire. Celui de la sobriété foncière plutôt que de l'étalement urbain. Celui de l'adaptation plutôt que de l'acharnement à tout prix. Et qui sait jusqu'où peuvent aller les récits ? Histoire de s'adapter, un récit lucide et immersif. Une narration positive et sensible, le podcast du CERD sur l'adaptation des territoires au changement climatique. Dans le prochain épisode, nous irons voir la mer. Hausse du niveau marin, érosion des côtes, à quoi ressembleront nos littoraux demain ? Comment vivra-t-on en bord de mer ? Quelles sont les solutions pour préserver nos plages et nos falaises ? Comment les collectivités s'adaptent-elles à ces aléas ? Mais ça, c'est une autre histoire. Merci à Sébastien Gourdier, Pauline Villain-Carlotti et Albert Dehaut pour leurs interventions. Réalisation, La Traverse.